Dès le mois de février, les jardiniers chauffent leurs serres, préparent le terrain et procèdent aux semis. Autrefois, les semis se faisaient en couche chaude. Avec la disparition des chevaux et la rareté du fumier, les jardiniers doivent maintenant avoir recours aux serres pour produire leurs plants. On utilise le peu de fumier que l'on peut trouver pour couper la fraîcheur du sol dans les couches et permettre de devancer quelque peu la nature dans la production. Le jardinier doit prendre soin de ramasser le terreau à l'automne, le protéger de la gelée durant l'hiver et l'épandre dans les couches dès l'apparition du printemps. Ce terreau est également utilisé dans les serres pour remplir les boîtes de semis et repiquer les plants qui doivent être replantés dans les couches ou en pleine terre. Les jardiniers profitent des temps froids et pluvieux pour repiquer les plants. Ils réservent les beaux jours pour avancer les travaux extérieurs. La plantation des concombres est un travail délicat qui doit s'effectuer par temps calme. Le moindre petit vent peut faner les... De ce fait, le revenu du producteur serait considérablement diminué. Le concombre exige beaucoup de soins. C'est une plante fragile qui a besoin de chaleur et de beaucoup d'eau. Pour récolter de beaux fruits verts et fins, la cueillette doit se faire au moins tous les 2 ou 3 jours selon la température. La préparation du sol pour le chou et le chou-fleur est la même que pour le concombre. Celui qui conduit le tracteur doit ajuster la marche de la planteuse selon la capacité des planteurs. Il doit aussi observer rigoureusement la distance de 28 à 30 pouces entre les rangs. Les choux se plantent à une distance de 12 à 15 pouces sur le rang, tandis que les choux-fleurs exigent de 20 à 24 pouces. Les soins culturaux sont les mêmes pour toutes les sortes de choux. Il faut faire le saupoudrage en temps opportun pour éviter que les feuilles ne soient rongées par les vers. Les choux-fleurs sont attachés de façon à envelopper les pommes pour les protéger contre le soleil brûlant du midi et leur conserver leur blancheur de lait. Avant de les couper, le jardinier doit s'assurer que les choux-fleurs sont de grosseur suffisante pour satisfaire aux exigences du marché. Les plants de tomates sont assez rustiques quand on a eu la précaution de les acclimater en enlevant les châssis de couche quelques jours avant la plantation. Facile à reprendre, il suffit à ces plants pour se développer d'un peu d'eau qu'on leur donne en les plantant. La tomate aime la chaleur. Un été chaud peut facilement contribuer à doubler la récolte. À la cueillette, les jardiniers font un triage. Cette première sélection consiste à choisir les beaux fruits et à laisser sur le champ les tomates pourries, molles et échaudées. Les tomates sont cueillies moins mûres pour le marché que pour la mise en conserve. On se sert généralement de petits contenants pour cette récolte. Avec de grands emballages, les fruits du fond sont exposés à se fendiller et à perdre ainsi leur valeur commerciale. Pour affronter une concurrence toujours grandissante, on doit s'organiser pour obtenir de gros rendements. Une des conditions essentielles à cette fin, c'est l'emploi d'engrais chimiques appropriés. Les formules et les quantités varient dans chaque cas. Inutile d'employer des fertilisants coûteux si on ne peut mettre en terre une semence de tout premier choix. Semence vigoureuse, saine, représentant des variétés estimées du consommateur. Fertilisants et semences doivent être déposés dans un terrain bien préparé, friable, profond et abondamment pourvu d'humus. Des rangs droits et bien espacés faciliteront les travaux et le contrôle des maladies.
L'agriculture est une science en évolution constante. Pour la pomme de terre, comme pour d'autres légumes, les recherches se poursuivent sans relâche afin de découvrir des variétés plus résistantes aux maladies, plus productives, plus aptes à rencontrer toutes les exigences d'un marché qui évolue, lui aussi, très rapidement et devient très difficile. Des avions dans les champs de pommes de terre? Mais oui, et pourquoi pas? Il y a loin de cet appareil à la petite pompe à bras montée sur un baril pour arroser les plantations. Il n'est pas question pour le moment de généraliser l'emploi de ce médium de protection, mais ça peut toujours servir à indiquer aux tenants de la tradition qu'il ne faut pas craindre l'évolution. L'arrachage est une phase capitale dans la culture de la pomme de terre. L'état de la plantation au moment de la récolte, les conditions atmosphériques et la façon de procéder sont très importantes pour l'obtention d'un produit de qualité et d'un bon rendement. Les griffes d'asperges d'1 an sont les meilleures pour la plantation. Elles reprennent plus facilement et supportent mieux la transplantation. La préparation du sol doit être faite avec beaucoup d'attention, car l'aspergeraie demeurera en production de 15 à 20 ans si elle est maintenue dans un état de grande propreté. Sur la ferme, on doit choisir un endroit propice et bien situé. En plus d'appliquer des engrais chimiques régulièrement et lorsque possible une mince couche de fumier, on devra exécuter les travaux culturaux qui s'imposent. L'asperge est un légume vivace qui demande une terre riche en matière organique. La première récolte d'asperges se fait après la 3e année. C'est un produit de plus en plus recherché. La production locale pourrait s'accroître sensiblement. Mais déjà, les jardiniers ne sont plus chez eux, à la périphérie des grandes villes. Il faut trouver de nouvelles terres. Au ministère québécois de l'Agriculture, le docteur Bruno Landry a étudié le problème. Il propose à un groupe de jeunes jardiniers de réaliser son rêve, faire des marais de Saint-Blaise, Napierville, Sainte-Clotilde et Sherrington le jardin de la province. Parce que des centres domiciliaires ont poussé dans les jardins, parce que les cités grandissent et qu'il faut les approvisionner, un groupe de jeunes jardiniers québécois et hollandais va se lancer à la conquête des terres nouvelles. Voici la terre noire, pleine de promesses, la terre que demain ils posséderont. À l'origine de leur avenir, il y a le vieux rêve d'un agronome, sa science et son amour du sol. Pour réaliser le projet, le gouvernement du Québec fera sa part. Quant à eux, ils apporteront leur intelligence, leur cœur et la vaillance de leurs bras. Ceux-ci, bientôt, s'attaqueront aux terres en friche comme on relève un défi, car d'autres, longtemps avant eux, avaient voulu dompter les marais. Efforts individuels, efforts peu durables, soldés par l'échec et par l'abandon d'une terre qui se refuse à nourrir son défricheur. Oui, relever le défi, redonner aux maisons en ruine la noblesse d'un foyer, ouvrir au soleil les volets trop longtemps restés clos et bousculer cette désolation à grands coups de tracteur pour faire place au jardin et au rire des enfants. Dès qu'un champ est défriché, la charrue entre en action.
tandis que la niveleuse mécanique, mise à la disposition du groupe par le ministère de la Colonisation pour le défrichement des terres noires, continue d'essoucher et de niveler le terrain. Les terres noires sont de culture facile. Les instruments pénètrent dans la terre sans s'abîmer et ne risquent pas à tout instant de frapper des roches et de se briser. Pour cultiver des terres noires, on utilise la plupart du temps des tracteurs à chenilles ou à pont. Ce sont les machines à employer chaque fois qu'il s'agit de gros travaux. On élimine ainsi le danger d'enlisement. Même sur un sol fertile, il y a avantage à activer la croissance par l'application d'engrais chimiques appropriés. Il est recommandable d'analyser le sol pour en connaître la nature et les éléments essentiels. La quantité d'engrais chimiques à employer varie selon les besoins du sol et du produit en culture. Les radis sont en vogue au menu quotidien. Les terres noires, riches en matière organique, sont propices à la culture de ce légume. On peut y faire jusqu'à 5 récoltes par saison. Il y a deux manières de récolter les radis, à la main ou à la machine. Les radis cueillis à la main sont expédiés en paquets, mais la récolte mécanique plus rapide permet la vente des radis sans feuilles dans des emballages transparents d'une demi-livre, plus appréciés des consommateurs. En terre noire, la culture des épinards a complètement changé. Aujourd'hui, presque toutes les opérations se font à la machine. Bien que l'on coupe encore des épinards à la main, la récolteuse mécanique est de plus en plus utilisée. Il ne se vend plus d'épinards en manne, ils sont emballés en cello après avoir été nettoyés et lavés. L'apparence est ainsi améliorée et la vente favorisée. Comme pour les radis, les épinards doivent être semés tous les 2 jours de façon à les récolter frais et jeunes. L'expansion de la culture de la laitue a amené une évolution considérable dans la méthode de production de cette denrée. La mécanisation tend à réduire le coût de production. Il reste cependant certaines opérations, comme le démarrage, qui doivent encore se faire à la main. Le développement des terres noires a activé considérablement la culture de la laitue, spécialement la variété Iceberg. Cette récolteuse de laitue a été entièrement fabriquée par un jardinier des terres noires qui apporte au champ les méthodes du travail à la chaîne, travail rapide et efficace. La laitue, plus docile que la montagne de Mahomet, vient d'elle-même au jardinier. Pour garantir la qualité du chargement, un inspecteur du gouvernement provincial vérifie le produit pour que soient respectées les normes spécifiées dans les règlements de la loi des produits agricoles du Québec. L'inspecteur soulève même les feuilles de la laitue pour s'assurer que l'intérieur ne chauffe pas. C'est une difficulté qui se présente fréquemment avec les variétés de laitue pommée. Pour parer à cet inconvénient et pour présenter de la laitue saine, même après un étalage prolongé, la Société de culture des terres noires dispose d'une chambre dans laquelle on refroidit la laitue en faisant le vide. Ce traitement permet d'offrir en vente
un produit en meilleures conditions et de prolonger sa période de conservation. Les boîtes placées sur une remorque sont poussées par un tracteur à l'intérieur du cylindre. La laitue des terres noires contient entre 93 et 95% d'eau. En créant un vide partiel dans la chambre, on provoque une baisse de la température par l'évaporation de l'eau. À mesure que l'eau s'évapore, la température baisse à l'intérieur de la chambre. Il faut de 15 à 20 minutes pour abaisser jusqu'à environ 33 degrés Fahrenheit la température de la laitue qui arrive du champ. L'opérateur doit surveiller attentivement ses cadrans pour ne pas trop baisser la température et pour ne pas prolonger le séjour de la laitue dans la chambre de façon à lui conserver l'humidité nécessaire. La laitue est aussitôt chargée dans un camion remorque muni d'un système de réfrigération pour être livrée immédiatement aux marchands de fruits et légumes. Dès le lendemain, et parfois le jour même, on offre aux consommateurs cette belle laitue qui a conservé toute sa fraîcheur. Suivant la coutume généralisée, on commence la culture du céleri en serre. Grâce à la mécanisation, les producteurs ont augmenté considérablement les superficies cultivées. Très sensible aux maladies, aux insectes et aux gelées, ce légume demande une surveillance de tous les instants. Les arrosages doivent être faits en temps opportun. Un excès d'humidité peut occasionner la rouille et parfois la perte d'un champ complet. Une machine ingénieuse coupe les racines et facilite la récolte. Avec cette machine autoguidée et automotrice, on peut récolter environ 2 acres de céleri par jour. Le convoyeur monte les plants sur la table de lavage où ils sont élagués et placés dans des cajots. Une remorque est attachée à l'arrière et on y empile les boîtes de céleri. Ainsi, une vingtaine de personnes peuvent récolter de 1200 à 1500 cajots dans une journée. On utilise souvent un semoir à grains pour les pois à conserve, mais il existe des semoirs perfectionnés où les tubes de distribution peuvent s'ajuster horizontalement et verticalement pour distancer à volonté l'engrais chimique et la semence. La récolte a lieu lorsque les pois sont encore jeunes et tendres. L'usage d'une faucheuse spéciale se généralise car elle facilite le chargement et accomplit un travail plus économique que la faucheuse ordinaire. Immédiatement après la coupe, les pois sont chargés mécaniquement. Il ne faut laisser aucun délai entre les différentes opérations, c'est la qualité du produit qui en dépend. Aussi dirige-t-on immédiatement les charges vers les batteuses où des bras vigoureux s'emparent des tiges chargées de pois et les jettent dans le cylindre en mouvement. Ces batteuses au mécanisme ingénieux réalisent un vrai tour de force, sortir de leur gousse encore toute fraîche les pois verts et tendres sans les broyer le moindrement. Pour obtenir des plants vigoureux, il faut avant tout un terrain bien égoutté, bien préparé, une bonne semence et l'engrais approprié. Mais pour faire un bon travail, éviter des pertes de temps et mettre de grandes étendues en culture, il est de plus en plus nécessaire d'utiliser un outillage moderne. Le semoir à fèves est un exemple de ce genre de machinerie perfectionnée. Solide, facile à manœuvrer,
Ils permettent une distribution régulière et adéquate de la semence, aussi bien que de l'engrais chimique. À l'aide d'herbicides appropriés, les producteurs de haricots font la lutte aux mauvaises herbes. On utilise pour le traitement effectué à l'époque du semis les sels aminés de DNBP. La dose recommandée est de 3 à 5 pintes à l'acre dans 50 gallons d'eau ou plus. L'herbicide ne couvre pas toute la surface, mais une lisière de 12 à 16 pouces sur chaque rang. Quand les mauvaises herbes font leur apparition, on fait un bon sarclage entre les rangs. Le sarcloir, bien entendu, doit couvrir le même nombre de rangs que le semoir. On ne renchose pas les plants lorsque la cueillette se fait mécaniquement. À venir jusqu'à ces dernières années, la cueillette des fèves en gousse se faisait à la main, la plupart du temps par les membres de la famille. Mais la main-d'œuvre devenait de plus en plus rare, à tel point que cette production diminuait de façon alarmante. C'est alors qu'on a songé à la récolteuse mécanique qui est en train de se généraliser. Pour semer le blé d'Inde, on se sert aussi d'une machine perfectionnée. L'engrais chimique est distribué en même temps que la semence. L'espace laissé entre les rangs est de 38 pouces. On n'applique pas d'herbicide au moment du semis, car le coût en serait trop élevé. Les champs de blé d'Inde de 30 à 40 arpents ne sont pas rares dans les cultures destinées aux conserveries. Aussi utilise-t-on une récolteuse mécanique qui, tout en faisant un bon travail, peut récolter un arpent à l'heure dans des conditions normales. La culture des carottes, pour être rentable, doit être mécanisée sur toute la ligne. L'application des herbicides a remplacé le sarclage à la main. On en obtient d'aussi bons résultats pourvu qu'ils soient utilisés au bon moment et de la façon indiquée par les spécialistes. Parmi les productions qui ont le plus évolué dans les terres noires, celle de l'oignon mérite d'être signalée. De 200 minots au début, la récolte est passée à 1000 minots à l'arpent. Là aussi, c'est le désherbage chimique qui est en vogue. Autant cette culture était désagréable autrefois à cause du sarclage harassant, surtout dans les terres rocailleuses, autant elle est facile maintenant. Dans la production maraîchère, la mécanisation a contribué à augmenter considérablement les superficies et à diminuer le prix de revient. Une machine ingénieuse arrache plusieurs rangs d'oignons à la fois et les rassemble en un seul pour faciliter le travail de la récolteuse.
Pour alimenter les coopératives d'achat, les chaînes de magasins et les associations d'épiceries indépendantes, il faut de grandes organisations similaires qui sont en mesure de leur fournir, à demande, des produits bien classés et emballés uniformément. Afin de concurrencer les produits importés, il faut fournir des légumes de qualité. Comme n'importe quelle entreprise, la culture rapporte à la longue à ceux qui se donnent la peine de moderniser leurs méthodes. Sur une ferme moderne, bien équipée, toute la production est classée pour la vente et préparée d'une façon rationnelle, telle que le requièrent les exigences du marché. La qualité des produits et l'uniformité des colis sont de toute première importance pour satisfaire des consommateurs devenus de plus en plus exigeants. Fournissant de beaux légumes, les producteurs des terres noires contribuent à la prospérité de la région. Les vieilles maisons ont été démolies, certaines remodelées et agrandies, d'autres remplacées par des maisons neuves et de nouvelles dépendances. Ceux qui avaient placé leur confiance dans ce coin de notre province avaient vu juste. Les terres noires ne les ont pas déçus. Elles ont fait réaliser en moins de 10 ans aux jardiniers de ces districts ce que les habitants d'autres régions attendent encore après des générations. De plus, ces sols vont leur assurer de bonnes récoltes pour des années à venir. La conquête des terres noires se présentait comme un défi. Le défi a été relevé. La désolation a fait place au jardin et au rire des enfants.